C'est pour voir si vous suivez. Donc, je suis réenregistrée. Donc, je parlais des entités de gestion qui vont être illustrées dans les topos qui suivent. Donc, en horticulture, finalement, c'est pas tant le conteneur que bien l'exploitation du pépiniériste dans son ensemble qui est important pour considérer les enjeux de réduction d'intrants et de lessivage. L'entité de gestion en maraîchage, c'est certes la parcelle où va se déployer une succession, mais du coup, c'est une succession qu'il faut penser au temps long, souvent un temps qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir en maraîchage et qui devra se déployer à l'exploitation. Le verger d'agrumes, ce ne sont pas seulement les arbres, mais c'est aussi prendre en compte les enherbements spontanés, les espaces semi-naturels qui sont dans ce verger. Et dans les topos qui se tiennent dans le Pays de Loire, il s'agit finalement là de réfléchir aux itinéraires techniques, aux pratiques alternatives, mais aussi d'organiser des actions collectivement, voire interfilières à l'échelle du vignoble. Donc, on voit bien là qu'il y a un changement d'échelle notable, que ça embarque une diversité d'acteurs forcément et de questions qui se posent et que sur bien des aspects, finalement, c'est quand même une nouveauté dans les métiers, les manières de réfléchir et de concevoir ensemble. Par ailleurs, les objets qui sont conçus ou qu'on cherche à concevoir, qui sont illustrés rapidement dans cette ligne-là, sont aussi assez, on va dire, originaux. On illustre des conceptions de systèmes de production mixtes hein, où des plantes à parfum ou aromatiques viennent entre les rangs de vignes. On conçoit des règles de gestion d'habitat semi-naturel, des successions de cultures et au passage un modèle pour aider à la conception de ces successions, des outils de diagnostic environnementaux, des jeux sérieux, des dynamiques territoriales, des dynamiques collectives. Donc là encore, on voit bien qu'on est sorti d'une proposition de recettes techniques pour concevoir des objets autrement plus complexes. Alors, finalement, je voudrais aussi, sur ce dernier tableau, promis, pointer deux éléments. D'une part, que c'est rare que dans les exposés qui vont vous être présentés, on ne parle que d'une seule méthode. En tout cas, ils font état de combinaisons de manières de produire des connaissances, enquête, expérimentation, modèle de conception d'évaluation, animation de collectif, jeu sérieux. Il y a de la pluralité dans la démarche. Et j'insisterai également sur la notion d'acteurs qui sont contributeurs de la conception, qu'ils sont bénéficiaires de ces démarches, mais qui sont aussi mis à contribution de la conception en tant que telle. Différents acteurs partenaires sont associés et ils sont là finalement pour produire ensemble des connaissances qu'ils partagent, pour se doter de clés pour voir ce qui n'est pas facile à voir. Par exemple, on se dote d'un indicateur comme Indigo pour mieux comprendre des dimensions qui ne sont pas évidentes à appréhender. On se dote d'un jeu sérieux pour mieux appréhender des dimensions qui, sinon, sont relativement complexes, encore une fois, à réfléchir, où on se donne aussi les moyens d'imaginer ce qui n'est pas facile à penser ou à évaluer, comme une succession longue et diversifiée ou comme des pratiques à l'échelle du vignoble. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des exposés. Donc, je voulais souligner par cette dernière diapo de programme, finalement, et faire le lien entre elles. Donc, souligner que nos filières ne sont pas démunies pour s'outiller par rapport à cette approche système. Des choses sont développées avec et pour les acteurs dans la diversité des filières qui sont travaillées. Donc, on va avoir des exposés successifs. On va redonner la parole à Christelle Renaud-Gentier qui nous a proposé un poster dans la session précédente et qui va pouvoir développer sur le jeu sérieux. Puis Fabrice Lebellec, Christelle Inraé, Fabrice Lebellec d'Istiarad sur nos fameux vergers d'agrumes. Claire Le Sieur du Moulin reviendra sur un tout autre sujet, nous parler de la conception de systèmes de culture grâce à un outil Rotat. Aline Van de Waal avec, je pense, David Lafont présenteront des résultats autour du PEI santé du végétal. Laurent Marty du KT présentera les travaux justement sur le lessivage en conteneur. Ils nous donneront la parole également à notre collègue Émeline Desfossés pour présenter un panorama par les actions soutenues par VG-Police Vallée sur la place des nouvelles technologies, des modèles dans ces finalités. Voilà pour mon introduction. Je n'espère ne pas trop dépasser. Je rappelle donc les consignes à chacun, ou ceux qui n'étaient pas à une session précédemment. On va donner la parole à chaque orateur successivement en vous demandant d'essayer de rester dans le quota des 10 minutes qui vous sont allouées pour qu'un petit temps de questions soit possible en mobilisant les questions qu'ils se présenteront sur le chat. Voilà, je crois que Pierre-Éric, tu donneras une information si le temps est trop long, s'il reste une minute à l'orateur. Et puis, gardez un tout petit peu d'énergie pour rester avec nous jusqu'à 18 h. Alors, je ne peux pas vous promettre l'apéritif, mais le cœur y est. Et en attendant, on essaiera d'avoir une discussion transversale tous ensemble. Voilà. Merci Amélie.
Alors, du coup, Christelle est dans la place. Rebonjour. Alors, est-ce que vous voyez bien vous m'entendez? Oui, Oui, On voit, on entend, c'est parfait. et vous voyez et vous entendez, donc c'est super. Alors, mon GoToMeeting, il est devenu tout petit, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc, je vais vous présenter du coup un travail d'élaboration d'un jeu sérieux qui s'appelle Vitipoli pour la conception participative d'itinéraires techniques viticoles plus respectueux de l'environnement. Donc, un travail qui a été mené donc par l'équipe de l'unité de recherche GRAP, ESA INRAE, et avec une collaboration avec une collègue australienne. Donc, oui, moi, je suis plutôt de l'ESA, mais on est une unité de recherche commune ESA INRAE. Alors, les serious games ou les jeux sérieux en environnement, c'est quelque chose qui se développe, mais peu combine l'agriculture et l'environnement. Et on n'en a pas trouvé, nous, à notre connaissance, qui faisait appel à l'analyse du cycle de vie ou à l'éco-conception en agriculture. Et on en a parlé ce matin et puis un petit peu en début d'après-midi aussi, de l'importance de sensibiliser les producteurs, mais aussi les étudiants sur les impacts environnementaux et sur quels sont aussi les leviers d'éco-conception et les démarches d'éco-conception. Donc il y a un petit peu cette importance-là qui nous a guidés dans nos travaux, et notamment dans la mise en place d'une méthode d'éco-conception participative pour les vignerons au cours de la thèse d'Anthony Rouault, qui a été soutenue en 2019 et qui a été à l'origine de la création de ce jeu. Donc, dans cet exposé, je vais vous présenter ce jeu et puis un petit peu la démarche du développement, les tests qu'on a pu faire et l'intérêt qu'il présente pour la conception. Alors, brièvement, qu'est-ce que l'éco-conception? C'est intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement d'un produit. On l'a vu déjà dans la session précédente, avec l'objectif de réduire les impacts environnementaux négatifs sur l'ensemble du cycle de vie de ce produit. Ce qui fait que l'analyse du cycle de vie est la méthode un peu privilégiée de l'éco-conception, puisqu'elle prend en compte l'ensemble du cycle de vie du produit pour pouvoir en évaluer les impacts environnementaux. Donc, on a attaché à ça des normes ISO. On a quelque chose qui a été développé beaucoup en industrie, encore peu en agriculture, la partie éco-conception. Mais on a vu dans la session précédente que ça commence à se développer. Alors, l'analyse du cycle de vie, on l'a vu déjà un petit peu aussi, je vais passer rapidement. Hein, on peut évaluer, calculer des impacts potentiels sur la base des émissions de polluants vers l'environnement, donc atteinte aux ressources biotiques et la consommation de ressources abiotiques. Et ça permet, cette méthode, d'essayer d'observer s'il n'y a pas un déplacement de charges polluantes, soit entre les catégories d'impact environnemental, soit entre les phases du cycle de vie d'un produit. Alors, on va quantifier les émissions directes et indirectes. Donc, celles qui se passent sur notre parcelle, les émissions directes, et tout ce qui se passe en dehors de la parcelle. Et à partir de là, calculer des impacts environnementaux potentiels que nous, en viticulture, on va exprimer à l'hectare de vigne ou au kilo de raisin. Et là, dans le jeu dont je vais vous parler, c'est à l'hectare de vigne. Donc, on peut se référer à l'intervention d'Ayo van der Werf qui nous recommandait justement de bien regarder les impacts à l'hectare aussi, et pas uniquement au kilo de produit. Donc, on va prendre en compte tout ce qui rentre dans la production du raisin en commençant dès l'origine, dès l'extraction des matières premières. Voilà, à l'origine du jeu, il y a eu ces ateliers d'éco-quali-conception participative, donc qui étaient des ateliers qui ont eu lieu des sessions d'ateliers en fait, donc en 3 phases d'ateliers différentes, avec génération de pratiques alternatives, puis conception par le groupe lors d'un 2e atelier d'un itinéraire technique alternatif à partir de ces pratiques-là qui ont été évaluées par ACV. Et puis, le 3e atelier concernait la qualité, l'influence de ces itinéraires techniques éco-conçus sur la qualité du raisin. Mais cette partie qualité n'a pas directement été intégrée dans le jeu.
le niveau moyen d'amélioration qu'obtenaient les viticulteurs ou qu'ont obtenu les viticulteurs dans ces ateliers est environ 33% d'amélioration en moyenne sur les impacts environnementaux, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, les défis du transfert, on voit 2 photos ici. En haut, la photo d'un atelier avec les viticulteurs et puis en bas, une session de jeu avec des étudiants. Donc, on est passé de ces ateliers où il nous fallait 1 mois de préparation par atelier avec la génération des ACV, des supports, des fichiers de calcul, des supports réimprimés à chaque fois spécifiques, etc. 3 membres de notre équipe pour animer, une expertise ACV apportée par les chercheurs, à une boîte de jeux autonome. Parce qu'on s'est dit, ces ateliers-là, nous, on ne peut pas les multiplier à l'infini vu la lourdeur. Et on souhaite que finalement, ce travail puisse être mis à la disposition du plus grand nombre, les étudiants comme d'autres groupes de viticulteurs, des conseillers viticoles à différents endroits en France et à différents moments. Donc, une boîte de jeux autonome pour un jeu animé par un enseignant ou un conseiller qui vont être formés par nous en une journée. À peu près, une expertise ACV qui est du coup contenue dans la boîte de jeu et aussi transmise à l'animateur, et puis un outil de calcul ACV maniable par les acteurs pour les calculs en temps réel au cours de la partie de jeu. Alors voilà à quoi ressemble le prototype qui est bien avancé maintenant du jeu, avec des objectifs pédagogiques qui sont la sensibilisation aux impacts environnementaux de la gestion du vignoble et l'acquisition de compétences en éco-conception. Donc le jeu se joue de 4 à 8 joueurs avec un maître de jeu et la partie dure une demi-journée, une grosse demi-journée, avec une introduction qui explique la CV et le débriefing après pour tirer les enseignements de la partie. Alors, le but du jeu pour les joueurs, c'est d'améliorer la performance environnementale d'un cas viticole contenu dans le jeu. Et un outil de calcul donc est adjoint au jeu qui s'appelle VitalCA, qui est un outil d'ACV simplifié spécifique à la viticulture. Alors, le jeu se déroule en 2 phases. Première phase, les joueurs prennent connaissance et prennent connaissance du cas sur la base d'une fiche technique, comprennent les impacts environnementaux exprimés par un graphique d'ACV et ils sont aidés en cela par la boîte à outils d'éco-conception. Deuxième étape, ils vont construire un itinéraire technique amélioré annuel, demi-semaine par demi-semaine, et on va pouvoir faire confronter ce qu'ils ont construit au choix qui avait été fait par le vigneron à l'origine. Alors, les tests qui ont été réalisés ont concerné 8 tables de 8 étudiants en 3 sessions de jeu. Hein, ce n'était pas tous en même temps, avec à chaque fois un membre de notre équipe ou des enseignants formés pour chaque table. Et on a collecté les commentaires des étudiants, leurs suggestions sous différentes formes pour pouvoir améliorer le jeu. Et un comité consultatif a été constitué aussi avec 2 conseillers viticoles et 3 professeurs de viticulture de lycée agricole et de l'ESA. Alors, les étudiants ont obtenu des résultats d'amélioration dans des proportions assez proches de celles des viticulteurs. Alors, selon les stratégies qu'ils avaient utilisées, on a pu avoir des contrastes avec soit sur certains impacts, des augmentations d'impact sur certaines catégories, par exemple avec le choix du cuivre qui malheureusement parfois sur certains impacts va augmenter les impacts, ou la plupart du temps des diminutions d'impact, par exemple avec la diminution des consommations de carburant par l'utilisation de machines électriques. Et donc, globalement, des résultats proches de ce qu'ont obtenu les vignerons. Et puis, beaucoup de suggestions de la part des étudiants sur des améliorations à faire pour le jeu. Donc, je ne vais pas les détailler toutes, mais toutes ces suggestions ont pu être prises en compte quasiment dans leur totalité pour la nouvelle version du jeu. Le comité d'experts a été tout à fait en accord avec les suggestions des étudiants et a ajouté quelques suggestions. On n'a pas pu prendre en compte un indicateur de biodiversité comme il le demandait. Ça a été mentionné précédemment. En ACV, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité. On y travaille, mais ce n'est pas encore le cas. Les niveaux d'amélioration sont, comme je l'ai dit, proches des ateliers d'origine et on est sur des degrés d'innovation qui sont de l'ordre de l'efficience et de la substitution.
sur le diagramme ESR. On peut imaginer peut-être dans l'avenir essayer d'utiliser le jeu pour de la reconception aussi, mais ça n'a pas été le cas pour l'instant. Les premiers tests ont montré quand même la difficulté d'interprétation des résultats d'ACV. Donc, on a rajouté des informations complémentaires pour aider à l'interprétation. On voit encore que les étudiants ont eu du mal à arbitrer les priorités sur la base des résultats d'ACV, puisqu'on a un résultat multicritère. Et donc, on va essayer de fournir à l'avenir des valeurs de référence aussi qui vont permettre d'aider à l'interprétation. Le jeu s'est montré efficace avec les étudiants pour leur faire découvrir l'ACV, l'éco-conception et les leviers d'éco-conception, c'est ce qui est peut-être le plus important en viticulture. Leur faire toucher du doigt aussi la question des compromis environnementaux entre catégories d'impact, que c'est pas tout blanc ou tout noir, que voilà, si des fois on améliore d'un côté, mais ça diminue, ça n'améliore pas de l'autre côté, enfin voilà. Et puis susciter un désir d'engagement sur la question environnementale. Et puis ce qui est aussi vraiment intéressant pour le jeu, c'est que c'est aussi un moyen de consolider les connaissances en viticulture avec une vision globale de l'itinéraire technique. Alors pour finir, les perspectives, il s'agit de finaliser le jeu. On est encore sur un prototype. On voudrait pouvoir le diffuser à la rentrée si on peut, et sinon en janvier, avec encore des tests avec des viticulteurs maintenant. Mettre au point les formations de maîtres de jeu. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir l'utiliser dans différents contextes, donc avec d'autres formations que les BTS et les ingénieurs, avec des vignerons de différents types de groupes, hein, caves coopératives, les groupes défis, les groupes 30 000, etc. Et puis, de travailler à d'autres échelles aussi. Donc, j'en ai parlé dans le poster la session précédente de l'éco-conception à l'échelle d'AOC. On va essayer d'utiliser aussi le jeu pour ces ateliers-là. Une autre perspective, c'est d'intégrer, on a des contacts avec des gens d'autres régions qui sont intéressés pour ajouter des itinéraires techniques d'autres régions. Aujourd'hui, on n'a que des itinéraires Val-de-Loire. Et puis, on a aussi des propositions de traduction dans d'autres langues. Voilà, donc c'est encore un autre développement. Et puis peut-être à l'avenir étendre sur les phases non productives, puisque là, on est sur l'année de production. Voilà, je vous remercie. J'espère pas trop avoir débordé et puis pas trop vous avoir rempli la tête en parlant trop vite. Voilà, je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Il y a une question là qui vient d'apparaître. Enfin, c'est même deux questions. Comment ce jeu a-t-il débuté et comment l'avez-vous mis en place? Alors, il a débuté, comme je disais, avec ces ateliers d'éco-conception avec des viticulteurs. Et puis, quand on a produit tout ce travail pour ces ateliers d'éco-conception, on s'est dit, mais notre travail de chercheur, il pourrait s'arrêter à dire, voilà, on a mis au point cette méthode. Et on s'est dit, mais non, il faut que ça puisse pas seulement être sur des papiers scientifiques et avoir servi à 15 ou non, peut-être plus, une vingtaine ou une trentaine de vignerons. Il faut que ça puisse servir à plus de monde. Et puis, on a vu aussi que dans l'enseignement, c'était un super outil avec les étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut qu'on essaye d'en faire une boîte de jeu. C'est un processus qui est long. Voilà, on y a passé beaucoup de temps. Mais voilà, c'est enthousiasmant et on voit l'enthousiasme aussi des étudiants. Donc, c'est aussi vraiment intéressant. Et maintenant, il nous tarde de pouvoir de nouveau tester ça avec les viticulteurs. Voilà, puisqu'on n'a pas testé la forme jeu avec les viticulteurs. Voilà. On a encore le temps, on a encore 2 minutes, je crois, pour prendre encore une ou deux questions. Donc, je crois que vous l'avez déjà dit, mais où peut-on acheter ce jeu? C'est encore un prototype, je crois. Oui, pour l'instant, c'est encore un prototype. Et puis après, ça sera auprès de nous, a priori, à l'ESA. Voilà, donc ça sera une boîte de jeu avec des cartes et puis il y a un calculateur associé. Voilà. Donc là, on travaille aussi en parallèle sur le développement du calculateur, qui est un calculateur ACV qui a commencé à diffuser aussi, spécifique à la viticulture. Et on espère faire évoluer ce calculateur pour qu'il puisse être sur une plateforme numérique pour être plus facilement mobilisable dans le jeu aussi par les utilisateurs du jeu. Voilà. Donc on espère pouvoir diffuser ça à la rentrée, c'est peut-être ambitieux, mais peut-être plutôt en début d'année 2022.
Merci. Alors, une dernière question pour ceux qui n'ont pas eu, enfin, leurs questions n'ont pas été traitées dans le temps très court imparti des 5 minutes. Peut-être vous pourrez répondre en privé sur le chat directement avec eux Pas de ou souci. enfin, répondre à tous parce que peut-être que ça intéresse tous les presque 60 personnes présentes. Donc là, une dernière question, c'était de savoir si les éléments qui ont été proposés dans le jeu en termes d'itinéraire technique, est-ce que ce sont des pratiques qui ont été pratiquées chez des vignerons testeurs? Alors, c'est Émile Desfossés qui pose la question. Je suis désolée si je retranscris mal. Alors, nous, en fait, dans nos travaux, on ne met pas en test des pratiques, hein. Par contre, les vignerons qui étaient là dans les ateliers d'éco-conception, ils ont souvent proposé des choses qu'ils avaient essayées, certains. Et puis, c'était justement l'occasion aussi entre eux de dire, bah, moi, j'ai essayé ça, tu sais, tu peux y aller, tu vas voir, c'est possible, etc. C'est aussi l'intérêt de l'éco-conception participative, c'est ces interactions entre eux. Donc, les pratiques qui sont dans le jeu, pour la plupart, c'est des pratiques qui existent. Même si certaines sont innovantes, elles existent. Voilà. Après, il est toujours possible, enfin, il faudra qu'on puisse faire évoluer le jeu pour pouvoir ajouter des nouvelles pratiques quand elles pourront être émergées ou être proposées. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Voilà. J'espère que je réponds à la question. Merci. Oui. Vous en avez d'autres dans le chat, hein. Je vais aller voir. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Fabrice. Si tu as a priori la main, on voit ton écran, mais pas encore en grand écran. Alors, en Tu grand n'es pas loin. écran, ouais, je suis pas loin. Et là, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Écoute. Donc, merci. Donc, on va changer de culture et changer d'horizon, puisque je vais vous parler de vergers d'agrumes, donc avec l'intitulé de mon exposé autour de la gestion des enherbements pour soutenir la lutte biologique en verger d'agrumes. Donc, ça, c'est un travail qui a été réalisé à La Réunion dans le cadre d'un projet Ecophyto, le projet Agrumed. Donc, la question qu'on s'est posée principalement, hein, c'était comment augmenter la biodiversité fonctionnelle au sein de ces vergers, notamment pour assurer le service écosystémique de biorégulation des bioagresseurs de manière générale. Alors, il s'agissait de considérer l'ensemble du verger, non pas que la culture. Donc, on a décortiqué les différents habitats et on a donné un niveau de perturbation de ces différents habitats. Donc, du moins perturbé qui concernait un habitat pérenne, et notamment d'arbres et d'arbustes spontanés, jusqu'à un habitat extrêmement perturbé, à savoir la végétation spontanée qui se trouvait entre les arbres. Donc, c'est sur cet habitat-là que nous avons focalisé notre travail. Donc, l'idée était d'intégrer, disons, de considérer la protection biologique intégrée contre les ravageurs des cultures, combinée à une augmentation à la fois en quantité et en qualité de ces habitats semi-naturels au sein de la parcelle. Tout ceci en vue d'augmenter l'efficacité de la lutte biologique et donc de diminuer l'usage des pesticides d'une manière générale. Donc l'idée était donc de proposer des modes de gestion différents de l'enherbement. Donc là, vous avez entouré en rouge les trois, un mode de gestion qui est la taille de la fauche de l'enherbement. Je vous expliquerai les trois autres. Et de vérifier l'efficacité de cette gestion via deux bioindicateurs, à savoir la famille des coccinéidés et des phytocéidés. Juste un petit retour en arrière pour expliquer pourquoi nous sommes partis sur cet habitat. On va dire d'une manière générale, dans les 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, l'enherbement dans les vergers, notamment à La Réunion, était géré de façon systématique et par une destruction, souvent à l'aide de pesticides, d'herbicides principalement, parce que tous les enherbements étaient considérés comme des adventices, quelle que soit la famille et l'espèce considérée. Depuis les années 2000, on a observé quand même un changement de pratique qui considère donc l'enherbement comme, comme quelque chose d'utile, notamment en lutte contre l'érosion, pour la lutte contre l'érosion, mais aussi pour l'importance
et passage des tracteurs sur les vergers, ce qui a conduit les producteurs à gérer l'enherbement simplement par fauchage ou gyrobroyage, mais de façon très régulière, ce qui finalement détruisait systématiquement l'habitat. Je vous rappelle qu'on est en conditions tropicales avec donc une pousse de ces enherbements quasiment toute l'année, donc qui nécessite en fait 4 à 5 interventions annuelles. Donc notre question était comment faire de ces enherbements de véritables habitats propices aux auxiliaires d'agriculture pour répondre à notre question principale. Donc il s'agissait finalement d'opérer une gestion dans le temps et à la fois dans l'espace de ces enherbements au sein de ce verger pour maintenir un habitat peu perturbé, favoriser des espèces végétales qui étaient aptes à héberger et nourrir les auxiliaires d'agriculture, et notamment fournir d'autres services écosystémiques. Tout ceci en considérant l'ensemble du verger et sa gestion, et notamment les compétitions possibles et probables d'ailleurs avec ces enherbements sur la plante cultivée. Donc ce travail a été mené dans le cadre d'un dispositif de recherche AgriMed, qui était un projet financé par le plan Ecophyto, en collaboration avec un certain nombre de producteurs, alors avec différents groupes qui se sont resserrés avec des expérimentations qui ont été jusqu'à suivre de façon très très précise les parcelles, le suivi des communautés, des communautés végétales au sein de ces enherbements, et même des suivis de dynamique des populations de façon très très régulière. Donc ça, c'est une partie donc chez les producteurs, donc avec les producteurs, mais aussi chez les producteurs, et une partie aussi comparative, on va dire, sur la parcelle expérimentale du CIRAD, pour évaluer ou, disons, disposer d'un dispositif un peu plus instrumenté et aller plus loin dans nos analyses. Donc, on a finalement expérimenté 4 systèmes de gestion d'enherbement, la fauche, un léger travail du sol, du gyrobroyage, et puis un témoin qui était un des témoins des producteurs, l'application d'un herbicide, le glyphosate. Pour rechercher une généricité, on a opéré une approche fonctionnelle de ce travail, donc, qui peut être ici synthétisée en 4 phases. Donc, une première phase qui est de considérer les espèces végétales de la flore spontanée du verger, sur laquelle on applique finalement une perturbation, qui est ici la pratique culturale, donc le mode de gestion, et par l'analyse des traits fonctionnels de réponse de ces communautés végétales, on va prédire une communauté attendue. Cette communauté végétale attendue, de la même manière, on va prédire son effet sur la lutte biologique par conservation et l'intérêt pour certains auxiliaires d'agriculture par une analyse des traits fonctionnels d'effet vis-à-vis de ces 2 auxiliaires dont je vous ai parlé en démarrage. Donc, quelques résultats rapides, sans rentrer dans le détail. Donc, il y a un travail d'abord de caractérisation de toutes ces espèces qui composent le verger. Donc là, on a constitué donc une base de données de 83 espèces végétales qui ont été régulièrement rencontrées dans les vergers d'agrumes à La Réunion. Et pour chacune de ces espèces, on a donc renseigné les principaux traits fonctionnels de réponse et d'effet dans cette base de données et pour capitaliser un maximum d'informations. Donc certaines sont simplement renseignées sur la base de la littérature et d'autres sont mesurées. Sans rentrer dans le détail de ce tableau, évidemment, donc quelques résultats, les principaux résultats. Donc, on a pu mettre en évidence que cette approche fonctionnelle, l'étude des traits fonctionnels des espèces végétales de la flore spontanée, permettait de prédire assez finement la composition des enherbements face à différentes gestions de l'enherbement. Voilà, donc, le diaporama sera distribué, vous pourrez regarder les résultats, mais c'est ici donc les traits de réponse face au mode de gestion. On voit que certains modes de gestion apportent donc des résultats contrastés et nous permettent de prédire cette communauté végétale. De la même manière, cette diversité floristique qui est contenue donc dans ces enherbements spontanés, et là, quel que soit le mode de gestion, nous a permis, grâce à cette approche fonctionnelle, de montrer que la végétation comportait en abondance des traits fonctionnels qui étaient propices à l'hébergement des 2 auxiliaires, donc des 2 bioindicateurs qu'on visait, donc les coccinelles et les phytocéides. Ici, par exemple, on a deux traits fonctionnels qui ont été de façon fine étudiés pour les phytocéides.
l'absence ou la présence de domatie ou la densité de trichomes, les poils sur la face inférieure des feuilles. Et on s'est aperçu que ces deux traits fonctionnels nous permettaient de prédire la présence de ces phytocéides dans la végétation. Pour conclure hein, sur quelques applications, donc on sait, grâce à ces travaux-là, on voit que par des pratiques de gestion de l'enherbement adapté, il est évidemment possible d'augmenter et de maintenir une fonctionnalité permanente des enherbements spontanés des vergers, tout ça pour soutenir la lutte biologique. Par contre, pour garantir ce service, il faut des tactiques de gestion qui doivent permettre aux habitats d'être des refuges permanents. Et donc, on a travaillé ça avec les producteurs pour essayer de déterminer des tactiques de gestion qui permettent à la fois d'héberger, comme ici sur cette photo, les auxiliaires, et à la fois de gérer l'enherbement pour gérer notamment les compétitions qu'on peut observer parfois entre la flore spontanée et les arbres. D'une manière plus globale, on a déterminé ensemble avec les producteurs un certain nombre de règles de décision pour conduire de façon globale ce verger, notamment pour gérer tout ce qui était compétition pour l'eau, pour la lumière aussi, parce que sous climats tropicaux, on a souvent des lianes, des adventices, des lianes qui peuvent pousser excessivement et quasiment entrer en compétition même pour la lumière vis-à-vis des arbres. Donc tout ça a déterminé, nous a permis de construire avec les producteurs un jeu de set de règles de décision pour déterminer à la fois la suppression de certaines adventices ou de déterminer un seuil d'intervention sur certains bioagresseurs. En perspective, nous avons, dans le cadre d'une thèse, hein, dans le cadre de ce projet, il y a une thèse qui a été soutenue, développé un prototype d'outil d'aide à la décision qui permet basé donc sur cette approche fonctionnelle, de prédire l'abondance à la fois des espèces composant les enherbements spontanés des vergers et à la fois prédire l'abondance des auxiliaires des cultures visés par nos travaux, notamment donc les phytocéides et les coccinellidés. Voilà. Donc tout ça est en perspective, mais ça nous permettrait d'avoir un bel outil d'aide à la décision qui mériterait d'être développé plus avant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, ce projet, vous avez donc ici quelques références si vous souhaitez aller plus loin dans l'explication de ces travaux et de ces résultats. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas encore de questions sur le chat, mais moi, j'en ai. Donc, je vais commencer. Si vous pouvez départager, parce que je ne vois... En fait, j'ai vraiment une petite fenêtre. Je ne sais pas comment faire. Vous avez dit vous aviez développé une base de données là, sur les traits fonctionnels de la flore spontanée. Est-ce que cette base de données est accessible? Alors, pour l'instant, elle est en interne. On souhaite la valoriser, mais on peut effectivement la diffuser. En tout cas, ça concerne. C'est vrai que ça concerne beaucoup d'espèces spontanées tropicales, des adventices tropicales, mais il y a aussi certaines espèces communes au climat tempéré. Donc, c'est effectivement possible d'y accéder. En tout cas, à des fins d'échange entre chercheurs, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. J'avais une autre question, puisque vous avez parlé, là, vous avez présenté deux exemples d'auxiliaires, les phytosides et les coccinelles. Quels sont les ravageurs que vous souhaitez cibler avec ces auxiliaires-là en verger d'agrumes? Alors, c'était évidemment des auxiliaires généralistes, avec donc un cortège de bioagresseurs très important au niveau des agrumes, aussi bien des pucerons, des cochenilles que des acariens phytophages. Donc, c'était les trois principaux groupes de ravageurs, de bioagresseurs qu'on visait. D'accord, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que du coup, on passe à la troisième présentation? Peut-être si je peux, j'avais juste une petite question, Fabrice. Oui. Est-ce que les producteurs combinent ça avec du maraîchage, par exemple?
Alors, ça arrive souvent dans le plus jeune âge du verger. Voilà. Donc, les 3 premières années, généralement, il y a vraiment une association culturelle qui s'opère. Après, très rapidement, vu les densités d'implantation des arbres, l'espace n'y est plus pour mener, on va dire, du maraîchage facilement. Ça dépend vraiment des producteurs. Dans les 6 qu'on suivait, il y en a un seul qui, lui, poursuivait le maraîchage, même en verger adulte. Voilà. Donc, ça donne une proportion de ces associations. Mais c'est vrai que ça fait partie des techniques qu'on souhaiterait développer, pour X raisons d'ailleurs, et notamment pour, on va dire, mieux partager l'espace, mieux mobiliser cet espace et faire en sorte qu'il soit plus rentable. Très bien, merci. Ouais. On va passer à l'exposé suivant, mais il y a une question de Pascal Guillermin. Je vous propose de lui répondre directement sur le chat pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Alors du coup, on redonne la parole à Claire, qui n'a pas la main, ou tu as la main, ça y est, c'est bon. On voit bien le diapo en tout cas. Mais on ne t'entend pas. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu avais bloqué ton micro, tout va bien. J'ai failli changer d'ordinateur, mais finalement, je suis là. Bon. Donc, cette fois-ci, changement de sujet. Je vais vous présenter un travail qui porte sur la conception de rotation de cultures longues, diversifiées et économes en intrants, en maraîchage sous abri. La conception des rotations en maraîchage sous abri est rendue particulièrement complexe. Attendez, il faut juste que je puisse faire passer la diapo. J'ai l'impression qu'il y a un décalage plus long que ce que je pensais. Alors, est-ce que ça... Ça y est. La conception des rotations en maraîchage sous abri est rendue complexe par la multiplicité des objectifs et des contraintes qui sont à intégrer, ainsi que par la rapidité des enchaînements de cultures. L'objectif de notre travail était d'éprouver la capacité de l'outil de simulation informatique Rotat+ à faciliter cette conception. Cet outil permet de créer et d'évaluer toutes les rotations de cultures possibles à partir d'une liste de cultures et d'un jeu de contraintes qui sont définies par l'utilisateur. J'y reviendrai. C'est un outil qui a été développé aux Pays-Bas, mais qui n'avait jusqu'alors jamais été utilisé en système maraîcher sous abri. Le travail a été découpé en 2 étapes. La première étape a consisté à éprouver le potentiel de l'outil en comparant les sorties à une rotation de référence. Et la rotation de référence que nous avons choisie est le système DIVA-B du projet Défi Ecophyto 4-6 Leg, qui a été mis en place dans l'UE maraîchage de 2013 à 2018. J'y reviendrai également. Ensuite, l'outil a été utilisé pour générer et évaluer des rotations de culture en maraîchage sous abri. Alors, en entrée de cet outil, il y a 2 catégories de paramètres qui sont à renseigner. Une première catégorie de paramètres qui permet de générer des rotations de culture. Ces paramètres sont de 2 ordres. À l'échelle de la culture, il y a tout d'abord des paramètres de calendrier, et en particulier des dates de plantation, des durées de culture jusqu'à arrachage, qui ont été fixés à partir des données de l'essai 4-6 Leg. Et puis, il y a également des paramètres de séquence et de fréquence que nous avons fixés en croisant des références et l'expertise des expérimentateurs de l'UE maraîchage. Ces paramètres de séquence et de fréquence peuvent être fixés soit par culture, soit par groupe de culture. Ce que j'entends par groupe de culture ici, c'est la possibilité de mettre ensemble des cultures pour leur affecter les mêmes contraintes concernant par exemple le délai minimum de retour ou encore la fréquence maximale de retour. Ces groupes peuvent concerner des familles botaniques, mais aussi des cultures sensibles à un même bioagresseur. Par culture sont définis également la liste des précédents et suivants qui sont autorisés. Toujours parmi les paramètres qui sont mobilisés pour générer les rotations, figurent ceux qui introduisent des contraintes de faisabilité. Il s'agit par exemple du nombre maximum de cultures différentes ou encore de la durée minimale et maximale de la rotation. Une deuxième catégorie de paramètres est mobilisée cette fois-ci pour évaluer les rotations de culture. Ces paramètres sont définis par culture,
puis moyennés pour évaluer les rotations. Je les présenterai plus en détail sur la diapo suivante. Ils ont été fixés ici à partir de la conduite et des performances du système DIVA-B, qui a été donc mis en œuvre dans le cadre de l'expérimentation système Cat-Sysleg. Ce système était conduit sous tunnel, selon le cahier des charges AB, et conçu pour viser la vente directe comme débouché commercial. Le tunnel était divisé spatialement en 4. 3 cultures étaient cultivées en même temps dans le tunnel, une dans chaque quart, et les 3 cultures associées dans le dernier quart. Ici, ce que nous prenons comme système de référence, c'est la moyenne des 3 quarts en monoculture. Ce système comptait 13 cultures différentes, 6 en hiver et 7 en été. Nous complétons l'évaluation en utilisant le module ROTSUM de l'outil Rotate+, qui simule l'effet des rotations sur les dynamiques à long terme des matières organiques du sol. Les 12 indicateurs retenus pour l'évaluation sont visibles ici. Il y a la marge, le temps de travail. Il y a également 6 indicateurs qui caractérisent le niveau de recours aux intrants, et notamment l'IFT, ici l'IFT biocontrôle uniquement, ainsi que le niveau de recours aux auxiliaires. Un indicateur donc sur la matière organique. Également l'intensité d'usage du sol, que nous définissons comme le pourcentage de temps où la parcelle est occupée, soit globalement, soit par les couverts intermédiaires. Et enfin, le nombre de cultures différentes. Plusieurs dizaines à centaines de milliers de rotations sont générées quand on utilise l'outil. Nous avons cherché à sélectionner les rotations les plus efficientes, c'est-à-dire celles permettant les meilleurs compromis pour une combinaison d'objectifs. Dans un premier temps, nous nous sommes basés sur 4 objectifs combinés. Maximiser la marge, le bilan des matières organiques et l'intensité d'usage du sol, minimiser le temps de travail. En faisant ceci, nous sommes passés de 100 000 à 5 000 rotations. Pour réduire encore, nous avons ajouté des objectifs, et en particulier celui de maximiser le nombre de cultures différentes. Dans un deuxième temps, nous avons testé une deuxième procédure de sélection, cette fois-ci sans introduire l'intensité d'usage du sol, mais en introduisant une contrainte de rentabilité, définie comme le ratio entre la marge et le temps de travail. Les résultats, à présent, ce qu'on voit ici tout d'abord, c'est l'ensemble des rotations qui sont générées par l'outil pour le paramétrage choisi dans ce travail. En bleu, la référence. En rouge, les rotations sélectionnées par la première procédure. En orange, celles sélectionnées par la deuxième procédure. Sur la gauche est représentée la marge en fonction du nombre de cultures différentes dans la rotation, couverts végétaux exclus. Et nous voyons que la marge plafonne à partir de 7 cultures différentes. À droite, cette fois-ci, la marge en fonction du temps de travail, avec des rotations qui se répartissent en 2 groupes, caractérisés par la présence ou l'absence de la culture de haricots verts. Sur cette diapo, toujours la marge, mais en fonction de 2 autres indicateurs, à droite en fonction du bilan des matières organiques et à gauche en fonction de l'IFT biocontrôle. Nous voyons que les rotations générées sont plus performantes que la référence pour cet indicateur. Nous avons vu globalement comment se positionnent les rotations sélectionnées parmi l'ensemble des rotations générées. Voyons maintenant de plus près à quoi elles ressemblent. En haut à droite figure le classement relatif des rotations sélectionnées. Pour la première procédure de sélection, les teintes rouges, les différences les plus fortes concernent 4 indicateurs, le recours aux auxiliaires, la quantité de travail, la marge et l'intensité d'usage du sol par les couverts végétaux. En dessous figure un premier ensemble de rotations qui sont caractérisées par des quantités de travail élevées et par des marges élevées également. Ces rotations comprennent les 4 cultures avec la rentabilité la plus élevée compte tenu du paramétrage, c'est-à-dire l'aubergine, le concombre, la mini-blette et le céleri branche. On peut noter aussi la présence du haricot vert, même si avec le paramétrage choisi, ce n'était une culture pas rentable dans cet exemple. Il est présent en fait compte tenu des délais de retour définis pour les autres cultures et les familles botaniques qu'elles représentent. Je fais apparaître ici un deuxième ensemble de rotations qui se caractérise cette fois-ci par l'absence de l'aubergine. L'aubergine étant une des 4 cultures les plus rentables, les marges sont cette fois-ci inférieures à la référence. En revanche, l'absence de l'aubergine permet de voir apparaître la salade ou le fenouil. En effet, ces 3 cultures appartiennent à un même groupe, les cultures sensibles aux sclérotinia,
où une forte contrainte sur le délai de retour a été introduite. Je passe sur le troisième ensemble pour tenir le temps et pour pouvoir présenter les rotations issues de la deuxième procédure de sélection, c'est-à-dire pour mémoire, sans objectif pour l'intensité d'usage du sol, mais avec l'introduction d'une contrainte de rentabilité. Les rotations générées ainsi sont assez différentes. Elles se caractérisent notamment par un recours aux intrants nettement inférieur à la référence. On note aussi l'absence de la culture de haricots verts, ce qui explique un temps de travail inférieur à la référence. Globalement, ce sont des rotations qui comptent moins de cultures différentes. En revanche, les 4 cultures les plus rentables sont présentes, ce qui leur permet d'obtenir une marge légèrement supérieure à la référence. Le travail que nous avons réalisé a permis d'identifier un certain nombre de limites de rotate plus quand il s'agit du maraîchage sous abri. Je ne vais pas toutes les détailler. Je mentionnerai principalement le fait que dans l'outil, les paramètres de calendrier sont fixes au jour près. C'est-à-dire que si on introduit une deuxième culture avec une même culture avec une deuxième date de plantation, cela revient pour l'outil à introduire une autre culture. Or, le nombre de cultures que l'on peut introduire dans l'outil est limité à 30, et même en deçà de cette limite, l'outil peut rencontrer des difficultés à tourner quand ce nombre augmente. Introduire des calendriers différents pour une même culture est donc possible, mais à bien raisonner. Et bien sûr, c'est la même chose pour l'introduction de nouvelles cultures. Quelques mots de conclusion. Malgré quelques limites, l'outil Rotate Plus peut faciliter la conception de rotation en maraîchage sous abri, d'un point de vue stratégique au moins. Cet outil permet en effet de générer, d'évaluer et de sélectionner des rotations, comme je l'ai montré. Il peut aussi tout simplement servir de source d'inspiration, sans reprendre les rotations de manière tout à fait exacte, pour construire des rotations alternatives. Le paramétrage de l'outil permet également de formaliser et de mettre en discussion l'expertise disponible sur les rotations, par exemple concernant les délais de retour ou la rentabilité relative des cultures. Et les sorties peuvent être mobilisées comme un support de discussion pour, par exemple, discuter des intérêts ou limites de plus ou moins diversifiés, et puis discuter de l'opportunité d'introduire des couverts végétaux intermédiaires. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci Claire. On a une petite question de compréhension sur la diapo 13, sur le graphique. Si la courbe est basse, est-ce que plus la courbe est basse, plus cela veut dire que le système est vertueux, sauf pour la marge? Sauf pour la marge et l'indicateur d'intensité d'usage du sol. Après, ça peut se discuter pour un indicateur comme le travail, où selon les objectifs, on peut chercher à plus ou moins le minimiser. Et pour moi, ça se discute aussi pour le recours aux auxiliaires, qui est plus une information en soi qu'un indicateur à minimiser. Une deuxième question, est-ce que l'outil est opérationnel à grande échelle aujourd'hui? Et si oui, comment on peut se le procurer? Alors, je ne sais pas exactement ce qui est entendu par à grande échelle. Ce que je peux répondre, c'est que c'est un outil qui reste assez long et complexe à utiliser, notamment puisque au départ, on se retrouve avec énormément de rotations. Donc là, je disais le 100 000 pour les choix qu'on a faits et qu'il y a donc un gros travail de tri à faire. Voilà, en fait, c'est un outil qui, dans sa visée, est pensé pour être utilisé soit par des scientifiques, soit par des techniciens, mais en tout cas pas par des producteurs directement. Après, bien sûr, le paramétrage est adapté aussi à chaque contexte pour que les résultats aient un sens. Mais moyennant ces limites, il peut être utilisé dans différents contextes et pour différentes productions. Merci. Et il est disponible, oui, j'ai pas répondu à cette partie-là de la question. Il est disponible en contactant l'équipe qui a conçu cet outil et donc qui est localisée à l'université de Wageningen aux Pays-Bas, sous la coordination de Walter Rossing. D'accord. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que, enfin là, l'outil a été développé plutôt pour des cultures maraîchères sous abri. Est-ce qu'il y a des applications possibles? Est-ce qu'il y aurait un intérêt de le faire en plein champ? Alors en tout cas, c'est possible parce qu'au départ, il a été conçu en grande culture. Donc il y a même, je pense, des indicateurs qui sont prévus dans l'outil que moi, je n'ai pas utilisé en maraîchage sous abri, mais qui seraient pertinents en plein champ.
Après, le travail qu'il y a à faire, c'est de le paramétrer. Donc, ce qui implique d'avoir les données et l'expertise nécessaires pour déterminer les délais de retour et puis notamment les niveaux de marge, de temps de travail et pouvoir donner des paramètres pour le recours aux intrants. Mais sinon, oui, il est tout à fait utilisable et je pense même pertinent à utiliser également en plein champ où les questions de construction de rotation se posent tout autant qu'en maraîchage sous abri. Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière petite question ou est-ce qu'on passe Une question que tu n'as pas posée frontalement, Anne, mais je suis jugée partie, mais peut-être Claire, tu peux éclairer la manière dont tu interagis avec notamment les conseillers pour cette utilisation. En fait, tu as dit c'est utilisable par des chercheurs ou des conseillers, mais concrètement, ce qu'en disent les conseillers agricoles de l'usage qu'ils pourraient en faire. Alors, nous, on les a sollicités à 2 titres. On les a sollicités déjà comme experts pour compléter le paramétrage et avoir des retours sur les choix de paramétrage. On a pu aussi les solliciter en leur présentant des résultats. Et ce qui ressort, c'est que l'outil leur paraît particulièrement pertinent pour des gens qui ont un projet d'installation et qui n'auraient aucune idée préconçue concernant leur rotation. Ce qu'ils ont pu dire aussi, c'est que au-delà des sorties, on va dire, brutes de l'outil, c'est l'outil, comme je disais, comme source d'inspiration qui leur paraît intéressant et comme support d'échange pour mettre en débat des échanges sur les délais de retour ou encore l'intérêt d'introduire telle ou telle nouvelle culture dans les successions. Merci. Merci pour le respect du timing. Sur mon ordinateur, il est 56, chers collègues. On va pouvoir donner la parole à Aline et je pense David, dont on voit le PowerPoint, mais pas encore en mode présentation. Mais bonjour à tous les deux. On vous laisse la main. Bonjour, si vous êtes. Bonjour. Alors, attendez, hop. Oups, j'arrive. Voilà. Donc, vous devez le voir maintenant. Oui, c'est bon. Et est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bon, parfait. Bonjour à tous, Aline Vandeval, donc je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et avec David Lafont de l'Institut français de la vigne et du vin, nous allons vous faire une intervention à 2 voix sur les apports du projet régional PEI Santé du végétal, sur les alternatives aux phytosanitaires et la diversification des assolements. Donc moi, je vais vous dire quelques mots sur le projet et quelques-unes de ses illustrations. Et David témoignera ensuite sur le groupe opérationnel qu'il anime sur l'association de la vigne et des plantes aromatiques et médicinales. Alors, le PEI a pour particularité d'être un projet multifilière, qui regroupe des groupes opérationnels dans la majorité des filières présentes dans les Pays de la Loire. Donc, on a 2 grandes catégories de groupes opérationnels. Donc, des groupes opérationnels, ce sont des groupes qui regroupent donc des agriculteurs, des conseillers, des acteurs du développement et des acteurs économiques et dans un certain nombre de cas des acteurs de la recherche. Donc on essaie d'avoir l'ensemble des acteurs du système qui sont mobilisés. Donc sur 2 thématiques, la diversification des assolements via la structuration de filières et les organisations collectives. Pour cela, on travaille sur la diversification des systèmes via l'introduction de soja ou de chanvre, via les associations de culture et leur tri, et dans le cadre de l'association de viticulture et plantes aromatiques. Donc David vous en dira un petit peu plus. Et on a un autre volet du projet qui travaille sur la couverture des sols comme levier pour la réduction des phytos en grande culture, en maraîchage bio et en plantes aromatiques et médicinales. Alors, donc je vais vous faire une petite illustration de ce qui se fait dans le cadre du groupe opérationnel Grande Culture, donc qui lui est piloté par Arvalis avec la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, la PAD et le CIVAM Bio 53. Donc qui travaillent tous ensemble avec un réseau d'une quinzaine d'agriculteurs qui sont en agriculture de conservation et qui font face à des impasses techniques
en termes de gestion des adventices. Donc pour cela, on a mis au point une méthode qui se base sur un diagnostic, l'identification de leviers agronomiques qu'on peut mobiliser pour résoudre pour tenter de faire face à ces impasses techniques. Donc vous avez un certain nombre de ces leviers qu'on mobilise qui sont décrits sur l'illustration. Et donc ensuite, il y a une phase de reconception du système et la définition d'un plan d'action à l'échelle du système. Ce plan d'action a été mis en place sur les 15 exploitations pendant 3 ans et a permis, et à l'issue de cette mise en place, on a eu une phase d'évaluation des résultats obtenus, à la fois sur l'effet sur le salissement, mais aussi sur des indicateurs de type économique, sociaux et environnementaux. Je ne vais pas vous présenter de résultats, mais si vous voulez en savoir plus, il y a plusieurs vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet et qui présentent des résultats. Donc, vous avez le lien ici. Autre illustration dans le cadre du PEI Santé du végétal, on a cherché à construire des outils transversaux pour accompagner les producteurs et les conseillers dans les différentes filières. Donc, on a eu un certain nombre de webinaires thématiques qui avaient la spécificité d'avoir une approche multifilière, notamment sur les plantes de service, l'approche système, le biocontrôle. On a des vidéos thématiques qui sont en cours de réalisation, un diaporama commenté qui peut servir pour des enseignements, par exemple, ou pour des conseillers. Et on est en train de structurer un guide pour accompagner la structuration de nouvelles filières, puisque c'est un des volets importants. Donc maintenant, je vais laisser la parole à David pour illustrer les travaux qu'il mène dans son groupe opérationnel. Merci Aline. Donc moi je m'occupe dans le cadre de ce projet PEI d'un groupe opérationnel en particulier qui s'appelle Vitipam, donc qui associe en fait des viticulteurs et des producteurs de plantes aromatiques. Alors première chose, pourquoi faire cette association? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est dans le cadre de la viticulture, entretenir et valoriser l'interrang de vigne, puisque finalement c'est une zone qui est habituellement considérée comme non productive, donc on s'est dit pourquoi pas la valoriser. Et puis on a également des raisons de penser que certaines plantes aromatiques pourraient avoir des effets sur la biodiversité, notamment en hébergeant des auxiliaires, ce qui pourrait nous intéresser. L'objectif du groupe opérationnel, donc, c'était de choisir les plantes aromatiques les plus adaptées, de co-concevoir les itinéraires techniques de culture de ces plantes dans un interrang de vigne, et ensuite de piloter un essai terrain qui est mis en place en parallèle. Ce groupe opérationnel, donc, il est constitué d'agriculteurs, donc des producteurs de plantes aromatiques et des viticulteurs, et puis des techniciens des deux filières, donc notamment de l'IFV, de l'ITETMAI, et puis de la Rexor, puisque la Rexor a une compétence notamment sur les auxiliaires qui nous permet d'évaluer justement l'intérêt de telle ou telle plante aromatique. Le travail du groupe opérationnel s'est déroulé en plusieurs étapes. On a eu plusieurs réunions en fait de groupe. Septembre 2018, donc c'était une première réunion pour lancer le groupe et pour familiariser notamment les producteurs de plantes aromatiques avec l'itinéraire technique de la vigne. Et puis on a abouti à une première liste de plantes aromatiques candidates. Deuxième session, donc on a fait un choix définitif dans les plantes aromatiques. Et puis on a avancé sur la conception des itinéraires techniques. En 2019, on a mis en place les essais au champ. Et donc, en juillet 2019, on a fait une visite des essais et puis une première discussion sur l'itinéraire technique 2019. Et donc, les plantes aromatiques qu'on a choisies, les voici. Donc, on a 4 plantes qui sont des plantes pluriannuelles, le thym, l'hélicryse, la camomille romienne et
mi-pertuis, et puis 2 plantes qui sont des annuelles, donc ressemées tous les ans, la matricaire et l'escolzia. Donc on l'a choisi pour différentes raisons. D'abord pour leur taille, puisque globalement c'est des plantes plutôt des gabarits relativement réduits, donc qui passent dans un interrand de vigne, c'est la première raison. Au niveau de l'itinéraire technique, il n'y avait rien qui semblait bloquant sur le choix de telle ou telle plante. Et après, il y a eu vraiment une question sur la disponibilité de ces plantes au niveau du marché français, les besoins. Est-ce que c'est des plantes qui intéressent les producteurs de PAM finalement? Puisque l'idée du projet, c'était pas que les viticulteurs deviennent producteurs de plantes aromatiques, mais qu'on associe sur une même parcelle un producteur de plantes aromatiques avec un viticulteur. Et donc, il fallait pour cela que ça corresponde à un besoin aussi pour le producteur de plantes aromatiques, notamment en termes de surface pour produire. Donc, c'est tous ces critères-là qui sont rentrés dans le choix des plantes aromatiques. Voici un exemple d'itinéraire technique qu'on a conçu, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. On voit sur la partie basse, en fait, on a l'itinéraire technique de la vigne, donc qui avait été cet itinéraire technique qui avait été reconstitué finalement par les producteurs de plantes aromatiques, puis revalidé par les viticulteurs derrière pour vraiment faire ce travail d'appropriation. Et au-dessus de la frise, on a l'itinéraire technique de la plante aromatique. Donc là, en l'occurrence, c'est le thym hein, qui est choisi. Donc avec une première année de plantation et pas mal de travail, vous voyez, de binage, hein, cette première année-là. Et ensuite, les années suivantes, des récoltes. Alors avec 3 types de récoltes possibles hein, pour le thym, puisqu'on peut faire de la récolte en feuilles pour la consommation. La récolte pour l'huile essentielle, donc c'est au moment de la floraison, ou de la récolte de semences, donc après la floraison. Alors les principaux enseignements de ce projet, d'abord c'était l'importance de créer une culture partagée quand on a 2 filières qui doivent travailler ensemble. On a pris le temps en fait lors de cette première réunion de vraiment échanger entre les 2 filières. Donc, les producteurs de plantes aromatiques, pour qu'ils s'approprient finalement un itinéraire technique de vigne et qu'est-ce que ça ferait de cultiver dans une vigne finalement. Et puis, du côté des viticulteurs, se rendre compte que voilà, des plantes aromatiques dans le rang, c'est pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on met et puis on s'occupe pas. Ça demande un entretien aussi. Donc, il peut y avoir des aménagements à faire au niveau de la manière de gérer les vignes. Les prises en compte des enjeux de filière sont pas toujours simples. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé très tôt dans le projet. Pour la petite histoire, hein, le projet au départ s'appelait Vititin, puisque le thym nous semblait vraiment une plante intéressante et on était parti sur le thym au départ. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a discuté de ça avec les collègues de l'ITEPMAI, ils nous ont dit que c'était compliqué pour eux parce que c'est des petites surfaces et donc faire un projet comme ça, avec pour eux un peu le risque que des viticulteurs s'en emparent et se mettent à faire du thym, ils avaient peur de déséquilibrer les marchés. D'où le fait qu'on ait aussi élargi le panel sur différentes plantes aromatiques et justement en choisissant des plantes aromatiques sur lesquelles il y avait une demande au niveau de la filière PAM. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de conclure? Oui, tout à fait. J'ai encore 2 minutes, c'est ça? Pas vraiment. D'accord. On est arrivé au 10 là, ouais. 2 minutes. Ok, et puis donc, c'était l'avant-dernière diapo, hein. Des visions des acteurs de filières hétérogènes au sein d'une même filière, on peut avoir des acteurs qui n'ont pas forcément la même vue, et ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc, les suites du projet, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu au point mort, puisque ce type de projet, ça fonctionne bien quand on peut se voir. En visio, c'est beaucoup plus compliqué. À ce stade, on a donc identifié quand même un certain nombre de freins techniques. On a travaillé sur les aspects techniques, l'itinéraire, etc. Le travail restant est plutôt sur les freins administratifs, réglementaires, etc. On a des premiers résultats sur le volet technique, sur des bénéfices et notamment au niveau de la biodiversité. Par contre, c'est trop tôt pour conclure à ce stade. Voilà, je vais m'arrêter là, puis on va pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup.
Alors du coup, on a un petit peu dépassé le timing et il y a pas mal de questions. Donc au pire, je vous inviterai à répondre directement dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande si le risque des traitements phyto pour vignes aurait un impact sur les plantes aromatiques, par exemple en termes de résidus dans les huiles essentielles. Est-ce que c'est des choses qui ont été discutées dans les ateliers? Ça a été discuté effectivement. Le principal problème à ce niveau-là, il est plutôt réglementaire parce que est-ce qu'on a le droit réglementairement de traiter la vigne avec, quand on a une plante aromatique juste à côté, avec un produit qui n'est pas homologué sur la vigne? Ça, c'est un premier problème. Au niveau technique, est-ce qu'on peut avoir des résidus? A priori, les processus d'extraction des huiles essentielles permettent de l'éviter. Mais bon, c'est à évaluer quand même. Par rapport, je vois qu'il y a une question sur l'apport d'eau. Alors, on a choisi volontairement des plantes qui n'avaient pas besoin d'irrigation ou peu pour justement éviter d'avoir à irriguer, parce qu'effectivement, on sentait que amener la question de l'irrigation dans les vignes, c'était pas forcément gagné d'avance. Et puis, les questions sur le rôle répulsif des bioagresseurs. Alors effectivement, il y a des choses là-dessus, mais pour l'instant, comme Pierre-Éric l'a dit, il y a des travaux qui sont en cours sur le rôle en plein air. On n'est pas vraiment sûr. Est-ce que les bioagresseurs repoussés viennent se réfugier sur la plante cultivée? Ça, je ne sais pas. Nous, on était plutôt sur des leviers du type plante relais, donc héberger des auxiliaires. Pas ce genre de problème, mais c'est effectivement des choses à suivre aussi. Après, on est sur des essais pour l'instant qui sont, comme on a 6 plantes, on n'a qu'une rangée de chaque plante aromatique, donc c'est compliqué de conclure de manière formelle sur des effets sur la faune auxiliaire et sur les ravageurs dans ces conditions. Donc, comme Pierre-Éric Lory l'a précisé, parce qu'il y a une autre question un peu similaire qui a été posée, des travaux sont aussi en cours pour, je crois que c'est sur tout ce qui est composé organovolatiles sécrétés par ce type de plantes, pour justement tester leur effet répulsif vis-à-vis des ravageurs ou attractif vis-à-vis des auxiliaires. Je crois que c'est à Gautron ou à l'INRA PSH d'Avignon qui travaille là-dessus. Tout à fait, dans les 2 sites. Oui. Merci beaucoup. Je propose qu'on ne prenne pas plus de retard et qu'on passe peut-être à l'intervention. Oui, merci à tous les deux. Merci. Alors, bonjour Laurent, on voit votre fond d'écran. Ça y est, le topo apparaît. Bonjour, Laurent Marie, d'Astrador, la station du KT située dans le Finistère. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, on vous voit. C'est pas encore on voit l'écran, c'est pas encore en mode présentateur, mais on n'était pas loin, encore une fois. Ouais, j'ai toujours un souci avec ça. Je comprends. Comment je vais faire? Oui, à droite. Ouais. Est-ce que c'est bon comme ça? Alors là, on voit l'autre écran, le mode présentateur, mais vous pouvez cliquer sur paramétrage d'affichage, ça devrait inverser les écrans, ou sinon choisir un autre écran de partage. C'est pas bon de proposer 2 options, c'est pas. Après, sinon, c'est bon comme ça. Hein, si vous n'avez pas de tête. En haut au centre, il y a marqué paramètres d'affichage et vous pouvez peut-être changer pour enlever le mode présentateur. Tout en haut à gauche. En haut à gauche. Paramètres d'affichage, c'est juste à droite. Ouais, voilà. Encore un peu plus à droite. Au milieu. Ah oui. Oui, là. Et donc, je vais basculer, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, ça devrait peut-être. Très bien. J'espère que tout le monde m'entend. C'est parfait.
Très C'est bien, bon. très bien. Merci de m'écouter en tout cas. Donc, j'ai proposé de vous parler de la mesure du lessivage en pépinière ornementale hors sol et de l'évaluation environnementale. Donc, on est parti. Donc, on s'adresse à la pépinière ornementale, donc hors sol, hein, donc les plantes qui sont cultivées en conteneurs. L'objectif de notre projet, c'était de mesurer le lessivage des nitrates en pépinière hors sol, sachant que il y avait jusqu'à présent assez peu de références en France, voire très peu, un petit peu en Europe et aux États-Unis, mais à chaque fois assez peu adapté aux itinéraires de culture qu'on rencontre chez nous, quoi. Donc l'idée de ce projet, c'était de mesurer ces données-là, de comprendre et maîtriser les phénomènes qui sont en jeu, et d'élaborer une méthode d'évaluation des impacts environnementaux qui permettent une amélioration des pratiques dans les entreprises de production. Donc pour ça, on a mis au point un dispositif de mesure, on a mené des campagnes de mesure hein, sur des itinéraires de culture de référence. On a défini un modèle de fonctionnement du système et puis mis en place des essais de comparaison d'itinéraires pour diminuer le lessivage avant d'aller vers la construction d'un indicateur qu'on a appelé OPEP pour aider en fait les producteurs à améliorer leurs pratiques. Donc le système de culture, il est à la fois simple et très diversifié en pépinière. Hein. On part de jeunes plants qui sont rempotés dans des conteneurs et puis qu'on laisse pousser pendant des durées qui peuvent être très variables selon les espèces. Ça peut se passer dans des abris de type multichapelle non chauffés ou à l'extérieur, hein, donc sur des aires de culture, avec des densités de peuplement qui peuvent être assez variables en fonction des espèces qu'on cultive et puis des volumes des conteneurs. Le système est quand même basé sur la culture en pot, donc avec du substrat, et puis des engrais à libération programmée, hein, qui sont des éléments fertilisants, qui sont encapsulés, si on veut, dans une membrane, et dont la libération va être programmée dans le temps, sur des durées qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois. Hein. Ça peut aller de 2 à 3 mois jusqu'à une année ou une année et demie. Hein. Et donc avec un système qui est irrigué. Donc on a utilisé un procédé de mesure qui est celui qui est en photographie. Donc c'est un procédé qui permet de capter les percolats donc qui sortent des conteneurs. On a une captation en continu de ces percolats, donc qui peuvent être plus ou moins chargés, on le verra. L'eau qui tombe à côté des conteneurs est exclue en fait de la mesure, hein, et les percolats sont analysés dans nos essais. On fait ça toutes les semaines, quoi. Donc il y a une petite différence avec le système de culture ordinaire, c'est qu'il n'y a pas de remontée capillaire à la base des conteneurs. Et les plantes sont légèrement surélevées du sol avec une transpiration qui peut être un petit peu différente, mais bon, on pense que c'est pas déterminant par rapport aux résultats qu'on obtient, quoi. Donc on a réalisé des premières campagnes de mesure. Hein. Vous en avez un affichage ici sur la courbe. Donc cet affichage, il représente le flux cumulé de nitrates dans les percolats qui sortent des conteneurs en grammes par plante. Et donc, c'est le flux cumulé sur l'année de culture, quoi. Donc ça a été fait sur un itinéraire de culture de référence et donc vous voyez, sur 3 années avec une évolution entre les années que j'expliquerai tout à l'heure. Mais on retrouve en fait dans cette dynamique trois phases hein, que l'on constate, qu'on observe quasiment systématiquement. Donc la première phase, c'est une période, la phase 1, du fait que la culture est rempotée sous abri. On a une période de lessivage qui est assez faible. Bon, il n'y a pas de pluie puisque la plante est cultivée sous abri, il y a peu d'irrigation et la libération des engrais est encore modérée, donc on maîtrise le phénomène. Ensuite, la phase 2 est une phase où le lessivage s'intensifie fortement, hein, de façon plus ou moins accentuée selon les années. C'est lié au fait qu'on a une augmentation de la fréquence des arrosages ou au rôle des pluies quand les plantes sont sorties à l'extérieur. Et puis surtout, les besoins des plantes restent encore limités parce qu'elles n'ont pas encore, se sont pas encore tellement développées.
Et ensuite, on passe sur une phase où le lessivage est quand même relativement faible à partir de la fin du printemps. La plante s'est beaucoup développée, les engrais à libération programmée arrivent en fin de libération et donc comme les plantes sont très développées, elles captent en fait tous les éléments minéraux qui sont libérés dans le substrat et même si on a beaucoup d'arrosage, on est en période estivale, le lessivage est réduit. Donc, de ces résultats, on en a déduit un modèle simplifié du fonctionnement de la plante en conteneur qui est lié au fonctionnement concomitant de deux sous-systèmes. Un premier sous-système où l'offre en éléments fertilisants est équilibrée par une demande en éléments fertilisants. Hein. Donc, l'offre, c'est l'apport des éléments fertilisants à la solution du substrat du fait de la libération des engrais à libération programmée, par exemple. Et la demande, c'est la consommation par la plante. Et ce sous-système, il fonctionne de façon concomitante avec un système plus vertical qui est lié à l'apport d'eau à la culture ou à l'irrigation. Hein, et donc, s'il y a des excès d'eau qui sont apportés dans les conteneurs, on va avoir des percolats qui vont se produire. Donc, si l'offre en éléments fertilisants est supérieure à la demande créée par la plante, on a un chargement de la solution du substrat. Et si l'apport d'eau est supérieur à la réserve en eau disponible dans le substrat, on a une production d'un percolat chargé. Et donc, que l'on mesure en fait avec notre dispositif. Et ça, c'est un fonctionnement qui est basé sur un pas de temps journalier. Donc, vous avez ici les résultats de quelques essais qui ont été faits pour essayer de maîtriser en fait ces questions du lessivage, notamment en travaillant sur les programmes de fertilisation et notamment la durée de libération des engrais. Hein, si cette durée en fait coïncide pas avec le rythme de croissance des plantes, eh bien, on peut avoir un lessivage plus important au printemps. C'est le cas lorsqu'on utilise, par exemple, pour cet essai, cette culture qu'on a réalisée, l'utilisation d'engrais à libération de 8-9 mois était inappropriée par rapport à la courbe verte où on avait utilisé des engrais de 12-14 mois. Donc, avec une différence à la fin qui est quand même assez importante, de l'ordre de 40%. La courbe jaune traduit les résultats d'une situation où on a diminué la dose d'engrais au départ et où au final on se retrouve quand même avec plus de lessivage. Hein, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est l'effet que cette diminution de dose d'engrais a sur l'installation de la plante qui fait en sorte que on a finalement un lessivage qui est beaucoup plus important en deuxième partie de culture. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez des courbes aussi de lessivage mesurées dans le cadre d'essais sur la fertilisation de compléments, puisque la fertilisation est apportée dans nos cultures au départ de la culture. Des engrais à libération programmée sont incorporés dans le substrat et puis on réalise ce qu'on appelle des surfaçages en cours de culture, on réapporte des doses d'engrais en cours de culture. Et on voit que si on peut fractionner en fait les apports, c'est le cas d'une courbe bleue par rapport à la courbe rouge, eh bien on limite énormément le lessivage, quoi. On peut utiliser, comme avec la courbe verte, des engrais à durée de libération plus importante, qui vont moins se libérer de façon instantanée, mais on assiste à des répercussions sur la croissance qui peuvent être très fortes. Donc, ça, ces résultats mettent en avant l'intérêt du fractionnement, même dans les cultures hors sol, en fait, de la fertilisation pour limiter les risques de lessivage. D'autres résultats sur les effets du substrat, sur le risque de lessivage. La courbe bleue est une courbe liée à un substrat de référence avec 60% de tourbe. On voit que, par exemple, en augmentant le pourcentage de tourbe dans les substrats, c'est le cas de la courbe verte, on peut limiter en fait le lessivage de façon importante. On peut également le faire en apportant des composés en fait comme des éolites ou des argiles. Alors, on pensait que c'est l'amélioration de la CEC du substrat grâce à ces composés qui intervenaient, mais en fait, c'est plus leur rôle dans la capacité de réhumectation du substrat qui intervient pour limiter le lessivage.
Et ces résultats montrent que même avec des substrats différents, on peut avoir des résultats équivalents, voire même une amélioration de la qualité si on limite le lessivage. Quand je dis résultats équivalents, c'est au niveau de la croissance des plantes. D'autres résultats sur l'effet de l'irrigation, hein, on aura passé en revue les principaux facteurs qu'on a vus dans notre modèle tout à l'heure. En travaillant sur l'irrigation et notamment en adoptant des principes où on diminue la dose d'eau apportée à chaque arrosage et où on optimise la fréquence des irrigations en travaillant sur des apports, des déclenchements en fonction de la somme de rayonnement que la culture va capter, eh bien, on peut aussi limiter énormément le lessivage d'une culture. Et donc, on voit là le rôle de l'irrigation. Vous avez un petit tableau en bas en jaune là, qui montre les pourcentages de réduction des flux de nitrate dans différents essais, hein, qui sont essais sur la technique d'irrigation, qui sont quand même très, très intéressants, quoi. Et tout ça, une fois de plus, avec des croissances de plantes qui, en fin d'essai, sont identiques. Oui, donc je passerai rapidement sur cette courbe malgré son intérêt. En fait, nos travaux s'orientent plus sur les relations qu'il y a entre la croissance et le lessivage des nitrates, notamment pour les refertilisations qui sont opérées en cours de culture, où on voit en fait un rôle prépondérant de la croissance des végétaux pour limiter le lessivage des nitrates. Et on pense que c'est une voie d'optimisation à creuser. Et je pense qu'on ira vers la définition de programmes de fertilisation en fonction du rythme de croissance des plantes et de leur croissance quotidienne, en fait. Et donc, on pourra, j'espère, améliorer les outils de pilotage de la fertilisation en culture. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible d'arriver vers la conclusion? Ah oui, merci. Déjà. Le temps passe très très vite. Vous avez ici en fait les évolutions dans le temps de ce programme où on est parti d'un niveau où on était à un flux de 4 grammes de nitrate perdu par plante au début de ce programme, et pour arriver à moins de 1 gramme par plante. Donc et tout ça, c'est en optimisant la conduite et en travaillant sur le système de culture dans sa globalité. En travaillant sur les facteurs qui interviennent dans le système et en bénéficiant des interactions entre les facteurs. Donc, de ces résultats, on a cherché à proposer un outil de diagnostic qui est basé sur les indicateurs Indigo. Le fait de mesurer les flux de nitrate à la sortie de la pépinière ne permet pas de proposer des outils d'amélioration des pratiques. Et donc, c'est pour ça qu'on propose des outils de ce type, des indicateurs composites, où on peut utiliser en fait différentes variables quantitatives, qualitatives, provenant du terrain, d'experts ou de données scientifiques. Ces facteurs sont surtout hiérarchisés par un raisonnement agronomique et des règles de décision. C'est issu des travaux, notamment de l'INRA de Colmar, des travaux de Girardin, Boxthaler, Thiollet-Scholtus, qui sont assez intéressants et qu'on a appliqués en fait dans notre démarche pour aller vers une méthode d'évaluation environnementale de la fertilisation et de l'irrigation qui permet de prendre en compte les pratiques du producteur et de proposer des voies. Et pour ça, on découpe le système en groupes de facteurs et de variables qui sont plus faciles à analyser qu'une vue trop globale. Donc, c'est formalisé sous Excel, hein, ça fonctionne sous Excel, avec un questionnaire qui décrit les composantes de l'exploitation et des itinéraires. Donc, il y a plus de 200 questions qui peuvent être posées à un producteur sur avec ce système-là. Donc, beaucoup de variables qualitatives qui sont très simples en fait à décrire. Et ces données sont reprises en fait dans des feuilles de calcul avec un formalisme logique en fait où on analyse les différentes situations et où en fonction des conditions, on est capable de déterminer un risque plus ou moins important pour chaque phase en fait de la culture et les différentes étapes en fait qui interviennent dans le processus de la fertilisation et du lessivage ou de l'irrigation. Et ça se traduit par des sorties en fait sous forme de tableaux ou de diagrammes qui sont ensuite disponibles pour le producteur et qui
permettre de réfléchir à des solutions pour lui. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Merci, on tient quand même le temps. Oui, on a pris un petit peu de retard, mais on n'est pas trop mal, mais il y a eu plusieurs questions qui ont été posées sur le chat, donc on ne pourra pas toutes les traiter. Je vous invite à répondre à celles qui n'ont pas été traitées directement aux questionnants. Mais peut-être une question sur la valorisation de ces travaux de modélisation. Est-ce que vous avez traduit ça vers un conseil vers les producteurs ou les conseillers? Oui, donc c'est la formalisation en fait des indicateurs au PEP, là, elle est assez récente, et donc c'est un travail qui a commencé en fait d'évaluation de ce dispositif avec des producteurs et en travaillant sur leur itinéraire propre. Bon, on l'a testé en fait à la station déjà, donc c'est pour l'instant, je pense que c'est très, très encourageant et que bientôt, ça sera disponible pour une utilisation plus large, quoi. Merci. On va passer à la dernière intervention par Émile Desfossés. Vous avez la main, on voit bien votre PowerPoint. Voilà, merci beaucoup. Alors c'est vrai que l'intervention que je vous propose va être un peu différente des précédentes dans la mesure où il s'agit d'un medley de projets et de stratégies finalement dans lesquelles la modélisation s'intègre à un moment ou à un autre. Et donc, pour ma part, je suis chargée de mission innovation au sein de Végépolis Vallée, pôle de compétitivité du végétal, dont le siège est à Angers, et qui a pour mission notamment d'accompagner un certain nombre de projets publics, privés, collaboratifs, pour développer de nouvelles solutions innovantes. Et donc, je me suis basée sur les projets qu'on a pu accompagner dans les 8 dernières années à peu près, pour voir comment la modélisation était intégrée et quels étaient finalement, quel était le but d'avoir recours à la modélisation, quel était ce qu'elle allait produire. Alors, je voulais juste aussi préciser que par rapport aux projets que nous accompagnons, hein, qui sont des projets collaboratifs publics-privés, on est sur des projets avec un objectif de mise sur le marché d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Donc, c'est vrai que les stratégies qui sont adoptées au sein des projets ne sont pas uniquement centrées vers l'établissement de nouvelles pratiques culturelles. On est plutôt dans l'idée de développer des produits, des services à destination des producteurs pour améliorer leur empreinte environnementale, économique, etc. Donc, on se trouve de facto dans des projets où les acteurs privés sont fortement impliqués, mais toujours en partenariat avec des acteurs académiques, des acteurs de l'expérimentation, etc. Voilà. Alors du coup, voilà, ça va vraiment être un petit medley de projets. Et donc, j'ai distingué les différents contextes d'utilisation de ces modélisations et explicité à chaque fois, derrière chaque projet, quelle était l'idée de produit ou service qui pouvait ressortir, permis en partie par la modélisation. Alors, si on regarde les systèmes de production outdoor, c'est vrai qu'on a eu des projets où la modélisation était vraiment au cœur du dispositif et avait pour but de prédire un développement de culture, un contexte climatique particulier, afin d'ajuster les intrants le plus en temps réel possible. Donc, 2 projets dans ce sens. On a le projet Smart Agriculture System qui est en passe de se terminer parce qu'il y a eu quelques travaux complémentaires réalisés suite à ce projet où l'idée était d'associer un modèle de croissance
de la plante, le blé, qui permettait de modéliser la culture à un niveau assez précis au niveau intraparcellaire par rapport à différentes données environnementales et de données météo, et d'alimenter ce modèle par des données satellites qui n'étaient pas impactées par la couverture nuageuse, etc., de sorte à avoir un recalage du modèle quasiment en temps réel, en tout cas de façon la plus fréquente possible, de sorte, quasi à tout moment, de connaître le potentiel de rendement en place et ainsi d'ajuster les préconisations de fertilisation et autant que possible à un niveau intra-parcellaire. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de connaître le potentiel en place pour ajuster au mieux les rendements, et ce grâce à la modélisation. Toujours dans l'idée d'optimiser les intrants, on a eu aussi un projet qui était dénommé EVE, et là qui concernait le pilotage de l'irrigation. La modélisation était aussi au cœur de ce projet puisqu'il utilisait un modèle de croissance et de développement de la culture. Alors, le projet portait plutôt sur la culture du maïs. Aussi, des modèles par rapport à la caractérisation des sols, alimentés par des données issues de l'itinéraire cultural, des données de prévision météo, hein, les observations et les prévisions, ainsi que des feedbacks temps réel sur la parcelle grâce à des mesures d'humidité de sol sur des parcelles de référence. Et l'idée était vraiment de développer un OAD plus précis, en fait. Hein. Le livrable attendu, c'est vraiment un conseil d'irrigation à la parcelle, et même pour des parcelles qui ne sont pas équipées de sondes, d'où l'intérêt du recours à la modélisation. Toujours dans les contextes outdoor, les projets, on a eu de la modélisation. Alors, vous allez voir, on est un peu sur des acteurs qui sont un petit peu récurrents. Hein. Je pense notamment à l'entreprise Cybeltech, qui est spécialiste du développement de modèles de croissance de végétaux. On a eu un projet où la modélisation ici servait à mesurer des différences de développement de la culture par rapport à ce qui devrait se faire de façon optimale au regard de l'environnement de la parcelle, des conditions de la parcelle, et pour identifier finalement l'impact d'une maladie en fait sur la culture. Dans le cadre de ce projet Advantage, on était sur la maladie du bois de la vigne, et ici la modélisation était vraiment positionnée pour mesurer un décrochage qui ne serait pas dû en fait à des variables qui sont intégrées dans le modèle, donc environnemental, climatique, de données de sol, etc. Et la stratégie derrière ce projet, c'était vraiment d'aller vers des solutions combinatoires où on associait un produit de protection phytosanitaire à un outil d'aide à la décision qui permettait d'identifier l'intérêt des apports de produits de protection. Si je poursuis et que je vais désormais dans les systèmes de production indoor, c'est vrai que les projets ont été assez nombreux dans le domaine des serres. Alors, je ne suis pas forcément exhaustive, hein, mais voilà, c'est vrai qu'il y a... Vous le connaissez tous, hein, il existe des solutions logicielles qui permettent de simuler les consommations énergétiques des serres, des émissions de gaz à effet de serre, en fonction de votre localisation, en fonction de différentes typologies d'équipements que vous souhaiteriez intégrer. Et donc, cela vous permet de dimensionner, en tout cas de réfléchir à un projet d'installation. Donc, ces éléments existent, et on a aussi des projets qui visent à les utiliser, les valoriser pour aller sur du
pilotage de serre en temps réel. Alors, c'est pas forcément nouveau, mais d'aller vers une précision de plus en plus élevée dans le pilotage, intégrant à la fois les éléments climatiques, mais en interaction avec le développement quasi temps réel du végétal. Et donc, quelque part, faire communiquer le modèle climatique de la serre et puis le modèle de développement de la plante, et ainsi d'intégrer un facteur économique global. Et donc, ces logiques, on les a retrouvées dans différents projets. Alors, le projet Majestan, pour lequel je pense qu'il y a déjà eu des communications lors des rencontres du végétal, qui s'est concrétisé en fait sur le site CTIFL de Carquefou, en lien notamment avec l'entreprise Cybeltech qui portait ce projet, donc dans l'idée d'aller vers un pilotage automatisé de précision en temps réel. Et on a aussi eu un projet en région Centre-Val de Loire, porté par l'entreprise Les Crudettes, là pour le développement et l'équipement d'une serre fermée ou semi-fermée. En fait, c'était aussi l'objet de la modélisation que de répondre à ces questions, pour aller vers une serre automatisée, et le tout en aéroponie, et qui permettait d'alimenter l'unité de production de salade 4e gamme attenante. Donc voilà, ici la modélisation est vraiment pour concevoir des serres, y compris des équipements assez innovants. Et ce que vous avez aussi en bas de la diapo, c'est par rapport à toute la logique de production agricole urbaine, où vous avez l'exemple ici de l'acteur Ferme Urbaine Lyonnaise qui visait la production automatisée de différentes cultures dans un milieu totalement indoor, et une poursuite de ce projet Digital Urban Farming, DUF, où l'idée c'était d'aller vers des développements de systèmes de supervision qui pourraient permettre demain à des acteurs qui ne seraient pas forcément qui n'auraient pas forcément les compétences agricoles pour piloter un système urbain, de développer à distance des services de maintenance prédictive ou de pilotage. Et donc là, on est vraiment sur un cadre d'agriculture urbaine. Mais voilà, il y a ces différents marchés qui sont réfléchis et sur lesquels le big data et l'intelligence artificielle est très utilisé. Je poursuis et j'accélère, je vois le temps qui tourne. Du côté de la modélisation, alors là, ce n'est pas forcément des modélisations autour du big data, etc., qui se développent, mais on voit aussi l'intérêt de mieux connaître l'interaction notamment de la plante avec la dimension lumière. Et bon, là, ça va rejoindre, je pense, toutes les constructions d'itinéraires techniques lumineux que les entreprises de LED portent. Mais je voulais aussi indiquer que ces travaux qui pourraient permettre de mieux modéliser la réponse de la plante à différents contextes lumineux permet aussi des conceptions produits autres, comme ici des films maraîchers à cascade lumineuse qui permettent d'optimiser le spectre incident. Il s'agit de mon avant-dernière diapo, et là, c'était plus des éléments de réflexion, parce que voilà, on a aussi des projets sans, à proprement parler, utiliser les algorithmes et la modélisation, développent des visions globales de systèmes pour développer de nouvelles solutions. Je voulais solliciter le projet Vincent Sulfite, où on était sur une approche qui prenait en compte à la fois de nouvelles opérations sur la parcelle au niveau de la vendange, et ensuite tout l'itinéraire technique d'élaboration des vins qui conduit notamment à la gamme de vins Nouvel Esprit
avec moins de sulfite. Et aussi des projets qu'on a pu avoir où là, l'idée était d'aller vers une réutilisation de matières premières quelque part utilisées en production. C'est le projet SMART qui concernait les possibilités de réutilisation de films maraîchers, notamment les petits tunnels plastiques, de sorte à les réutiliser et pourquoi pas aller vers non plus la vente d'un produit film maraîcher, mais plutôt vers un service et la vente d'un usage, d'une fonction. Et donc là aussi, ça a impliqué une approche système en intégrant à la fois des aspects d'acceptation de pratiques agricoles, d'aspects économiques et de faisabilité technique. Et j'en viens désormais à ma conclusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, en agriculture, on a de plus en plus de nouvelles technologies qui arrivent avec notamment la robotique, mais surtout tout ce qui lui est associé, le potentiel d'embarquement de différents capteurs pour la captation de données et qui peut générer beaucoup de questionnements et peut-être conduire à revoir la façon de penser les systèmes aussi avec le critère organisation du travail. Et je voulais faire ce parallèle avec la mouvance actuelle, y compris sur l'ensemble de l'Europe, de développer des réseaux d'acteurs qui sont capables d'accompagner la digitalisation des différents secteurs de l'économie. Et au sein de tout ça, l'agriculture y est aussi identifiée au même titre que l'ensemble de la filière agroalimentaire. Et donc, si on fait le parallèle entre l'agriculture et puis les secteurs industriels qui utilisent pleinement cette digitalisation, je voulais vous faire part d'un niveau de catégorisation des différents degrés de digitalisation d'une industrie que les acteurs du monde numérique considèrent. C'est vrai qu'on considère un premier stade où déjà des données sont collectées. Après, une autre étape, c'est le stade où les données sont structurées, organisées dans une base de données et peuvent être ainsi disponibles, nettoyées quelque part aussi, homogénéisées, disponibles pour un traitement. Et puis ensuite, les niveaux suivants sont ceux où on va intégrer de l'intelligence artificielle. Et si on raisonne dans un contexte industriel, c'est là où ça peut permettre d'avoir des services supplémentaires, valeur ajoutée des données qui pourraient permettre de faire de la maintenance prédictive et d'optimiser d'autant plus les différents process. Donc, c'est vrai qu'en agriculture, tout ça peut aussi se réfléchir, se transposer. En effet, aller vers de la maintenance prédictive, on pourrait l'imaginer par rapport à tous les outils utilisés. Mais quand on parle d'optimisation des process, c'est peut-être aussi aller vers de la prédiction plus fine de rendement, de gérer les derniers traitements, les dernières opérations, de les rationaliser, les derniers passages dans l'itinéraire technique. Et donc, je voulais traduire là une grosse interrogation que nos acteurs des nouvelles technologies ont, c'est en effet par rapport à ces technologies qui permettent d'acquérir des données, en quoi celles-ci peuvent aussi permettre d'optimiser tous les modèles que vous avez présentés ou de concevoir de nouveaux modèles pour répondre à ces questions, pour aller pour faciliter la transition agroécologique. C'est des questions que les acteurs se posent et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des différents appels à projets, je pense notamment au cadre européen où des financements sont prévus pour traiter de ces questions. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à venir vers nous, sachant que le champ d'interpellation est largement ouvert. Voilà. Merci, Emeline. Merci. On a pris un petit peu de retard sur le temps de discussion. Donc, ce qu'on vous
propose avec nos collègues animateurs, c'est de fusionner un peu d'embrayer un peu, de mordre un peu sur cette partie de discussion avec les questions qu'il y aurait éventuellement pour cette dernière présentation. Il y a déjà eu une réaction de Fabrice Lebellec qui disait que l'intelligence artificielle en agriculture, c'était pas demain, mais c'était déjà aujourd'hui. Effectivement, mais il est aussi à voir comment elle peut aussi s'intensifier. C'est là aussi où, quand je fais le parallèle avec le monde industriel, c'est vrai qu'on est sur un secteur qui prend en compte le vivant et des données environnementales beaucoup plus complexes peut-être que dans d'autres secteurs industriels. Et je pense que voilà, on est dedans, mais on n'en mesure peut-être pas encore tout à fait le plein potentiel. Tu as enlevé le partage d'écran du coup, Emeline? Oui. Alors, sur les 10 dernières minutes là, qui nous restent pour ce petit temps d'échange là, pour conclure cette session, j'invite d'abord tous les orateurs à remettre leur caméra. Il y en a encore qui sont là, bravo. Merci. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres, je m'adresse un peu à chacun, une question par rapport à la présentation d'Emeline, dont on voit encore la page. Du coup, Emeline, bon, c'est pas très grave, mais je remonte le chat, mais je n'en vois pas plus que ça pour l'instant. Ok. Alors, mes collègues et moi, on est partagés entre plusieurs questions qu'on a envie de lancer, mais dans les 10 minutes qui restent et le taux d'énergie de fin d'après-midi, on va peut-être en choisir qu'une ou deux. Alors, je me lance ou Anne, tu y vas? Non, vas-y comme tu veux, vas-y. Bon, je reprends celle aussi que Pierre-Éric, tu proposais. En fait, il y a une dans tous les exposés dont vous avez pu mesurer à quel point ils sont à la fois reliés, mais aussi assez divers. Donc, c'est un défi pour nous de faire une synthèse, mais finalement, les propositions, les contextes dans lesquels vous travaillez, ils amènent à réfléchir de plus en plus. Alors, je l'ai pointé en intro, changement d'échelle, etc. Mais aussi de plus en plus, finalement, multi-espèces, et ça pose finalement, ça semble venir un petit peu s'affronter ou venir frontalement avec une articulation de filière qui est monofilière. Alors, je ne sais pas si dans vos travaux, ça a pu éventuellement déjà poser des questions, en fait. Est-ce que ça change les acteurs avec lesquels vous devez interagir? Alors, certains l'ont déjà un peu illustré, mais est-ce que ça change la manière d'aller chercher des informations, la manière de travailler sur le système? Vous pouvez reprendre et peut-être un peu élargir la question pour vous l'approprier. Si on peut tous interagir de manière assez courte, parce que le temps défile, je crois qu'à 18 h, il faudra qu'on arrête quand même. Donc, David, tu as allumé voilà. ton micro, Oui. je vois. Ouais. Oui, simplement pour dire qu'effectivement, dès qu'on commence à parler d'agroécologie, à un moment donné, la question d'avoir plusieurs espèces et de diversifier le peuplement végétal des parcelles se pose. Et donc, à partir de là, ça fait tout de suite appel à de l'interaction entre filières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une structure de R&D qui n'est pas forcément très facilitante pour ça, on va le dire comme ça. Mais ça pose des vraies questions d'organisation finalement et derrière de montage de projet, faire du lien. Laurent-Marie, vous voulez aussi réagir sur… Oui, l'horticulture est peut-être un cas particulier dans le sens où la diversité est notre monde de tous les jours, hein, puisqu'on travaille avec des milliers d'espèces. Mais les problématiques sont quand même un peu identiques à celles de d'autres filières, et donc tout ce qui va concerner notamment les nouvelles approches de protection des cultures qui font appel à la biodiversité, je dirais que ça concerne tout le monde. Donc on peut parfaitement, pour répondre à ce que disait David, trouver des ponts entre les filières, même si on est très spécialisé, pour aller vers des approches plus communes en fait, quoi, hein.
Et donc pour la recherche, je ne pense pas que ça soit un gros problème ou une grosse difficulté en fait. En fait, la difficulté, elle est peut-être plus au niveau de l'objet de recherche, puisque finalement, si on porte le raisonnement au bout, c'est à l'échelle des territoires qu'il faut aller vers cette diversification. Et donc là, on en vient à remettre en question finalement l'organisation des filières à l'échelle des territoires. Et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué à imaginer derrière, parce que on voit bien que c'est l'organisation du monde agricole qu'il faudrait reprendre en bonne partie. C'est pas simple. Le Faust Lelec, vous voulez rebondir aussi? Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ça. L'échelle du territoire est importante. Dans les DOM, on a des filières qui sont omniprésentes, telles que la canne à sucre ou la banane. Et les autres, finalement, filières ont bien du mal à coexister avec. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est de faire interagir toutes ces filières ensemble, parce qu'on voit bien que les modèles arrivent au bout. Hein. Et nous, toutes nos approches aujourd'hui sont aux échelles territoriales. Et mettre en relation les différents acteurs des différentes filières, et pas les unes contre les autres. C'est bien les unes avec les autres, parce que sinon, ça ne marche pas, ça c'est clair. Donc c'est vraiment des dynamiques d'acteurs qu'il faut aujourd'hui accompagner. Nos travaux au CIRAD notamment portent sur ces aspects-là, hein, sur comment reconcevoir les systèmes de culture avec le moins d'intrants possible, notamment pesticides. Et c'est vraiment ce levier-là qu'il faut aujourd'hui manœuvrer donc pour accompagner aujourd'hui les producteurs dans ce sens-là. C'est, on va dire, vital aujourd'hui. Alors, il me semble qu'il faut aussi poser la question, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Fabrice, c'est ce qui se disait avant, mais il faut aussi poser la question en termes d'organisation des exploitations, parce qu'on sait très bien, enfin je le vois pour la région tempérée, mais je pense qu'à La Réunion c'est la même chose, un verger maraîcher, il faut des compétences en arboriculture et des compétences en maraîchage. Il y a des conflits d'organisation au niveau des chantiers dans la saison. Le printemps, c'est une période très sensible. Et donc, il y a aussi tout cet aspect organisation du travail, ergonomie, etc. Voilà. Le lieu d'action, il n'est pas qu'à la parcelle. Hein. Le lieu d'action, il est à l'exploitation. C'est l'entrée, c'est clair. Aline Van de Waal, vous vouliez réagir? Ouais, pour compléter, enfin moi je partage tout ce qui a été dit. Effectivement, alors les ponts, alors nous on l'a vu dans le projet PUI Santé du végétal, les ponts entre filières d'un point de vue technique sont finalement sont plus simples, on va dire, quand on parle biocontrôle, quand on parle agriculture de conservation, voilà, on arrive à travailler au sein de différentes filières. Mais c'est vrai que quand on commence à parler de structuration de filières, d'impact économique pour les exploitations et pour les filières, bah là, du coup, on revient plus à l'échelle du territoire. Et c'est la nécessité de mettre en musique, de mettre autour d'une même table des acteurs de nature diverses qui ont chacun leurs propres objectifs, mais pour les faire avancer dans une nouvelle dynamique. Et c'est vrai que c'est un peu ça le challenge que l'on a aussi pour aller vers de la diversification spatiale finalement. Maintenant, je pense, même si parfois on a des références techniques qui nous ont convaincus, alors c'est vrai aussi, c'est vrai peut-être plus en grande culture, mais il faut structurer les filières qui vont avec. Ça me fait penser que, je rebondis sur le thème du colloque et sur la gestion des ressources. Là, finalement, à vous entendre tous discuter, on arrive plutôt maintenant à essayer de trouver des méthodes et des outils pour piloter les ressources plus humaines, pour mettre tous ces acteurs différents autour de la table finalement, pour essayer de trouver les meilleurs compromis entre les enjeux différents, ces contraintes plus humaines finalement que techniques et biologiques, même s'il y a encore plein de choses d'un point de vue agronomique à traiter, hein, mais... Effectivement. Peut-être qu'on peut élargir, enfin conclure pour respecter le timing. Il y a Mathilde n'est pas derrière nous pour nous surveiller, mais en termes de créneau horaire. Si, je suis là. T'es là? Ah, voilà.
Anne, tu voulais reprendre les points là que tu donnais sur la conclusion? Oui, bah, c'était voilà, vous proposez un peu une synthèse sur tout ce qui a été dit là au cours de ces 2 heures. Moi, j'ai l'impression que l'essentiel des présentations montrait une gestion coordonnée des ressources, mais plutôt entre ressources biotiques ou entre ressources abiotiques, mais finalement l'impact des ressources abiotiques sur les ressources biotiques ont l'air peut-être plus complexes à caractériser, à modéliser, à quantifier. Déjà, de parler de gestion coordonnée, c'est pas simple au sein d'un même type de ressources. Alors, entre 2 types, c'est encore un autre monde. On a vu qu'il existait différents outils pour appréhender la complexité des interactions entre toutes les ressources qui existent quand on travaille à l'échelle du système de culture, voire à une échelle territoriale plus large, que ce soit au niveau de la conception de systèmes agroécologiques innovants ou de leurs évaluations. On a vu des exemples de modèles, de jeux, et tout ça pour avoir cette gestion combinée, on a vu qu'elle avait aussi plusieurs objectifs, des objectifs plutôt pédagogiques pour montrer justement la complexité des interactions ou démontrer l'intérêt des approches systèmes pour atteindre les objectifs derrière l'agroécologie et la multiperformance en agriculture. On voit que cette gestion coordonnée, elle a aussi un objectif technique qui est plus appliqué pour les producteurs à des fins de pilotage pour trouver des combinaisons optimales, ou à des fins de recherche pour mieux comprendre, mieux caractériser ou formaliser certaines interactions et proposer toujours des pistes plus innovantes qui répondent aux multiples enjeux de l'agriculture de demain. Voilà moi un peu ce que je retiens de la session. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Non, pour ma part, je pense que tu as bien résumé, enfin synthétisé, je ne sais pas si on peut dire résumé, mais effectivement, le ressenti général sur ces sessions. Moi, je veux peut-être remercier tout le monde et chacun d'avoir joué le jeu, du timing, des visios, des galères pour trouver le partage d'écran et de l'enlever, allumer son micro et l'éteindre et la caméra. Bravo à tout le monde, merci en tout cas. C'est forcément moins bien que de se voir à Angers, mais voilà, ça permet de maintenir des liens et de savoir ce qui se fait à l'autre bout de la France ou plus loin. Voilà. On a vu le Chili, on a vu plein de choses aujourd'hui, donc c'est bien. Merci à tout le monde. Merci à tous. Mathilde, on pouvait récupérer le chat, enfin qu'on pouvait revenir sur des questions posées et des réponses, c'est cela ou... Oui, en principe, le chat sera également fait partie de l'enregistrement. Hein, donc, c'est la question que j'ai posée ce matin aux organisateurs d'un point de vue plus fonctionnel. J'espère que effectivement ça fonctionne parce qu'il y avait eu beaucoup d'informations qui sont passées aussi au travers du chat, des réponses en direct et il y a beaucoup de richesses. Ce serait dommage qu'on le perde, mais bon, voilà, on va faire au mieux. Vous avez été tous formidables, hein, c'est vraiment génial parce que moi je suis assez cartésienne, donc j'aime bien les trucs qui tournent bien. Terminer à 18h02, c'est vraiment nickel. C'est vraiment, on a donné le timing à chacun et tout le monde l'a bien respecté, donc c'est chouette. C'était très enrichissant. Merci beaucoup aux 4 animateurs qui ont vraiment bien œuvré à la fois pour le choix du contenu et puis pour l'animation là aujourd'hui. Ça donne envie d'aller plus loin sur plein de sujets. Mais j'ai mis moi dans le chat que je pensais qu'on a beaucoup parlé de l'humain et effectivement je pense que la transition agroécologique, la transition technique, agronomique, tout ça ne peuvent se faire que si l'humain adhère, donc une certaine transition humaine aussi. Et comment accompagner cette transition, c'est justement le sujet de la session de demain matin. Donc rendez-vous à 9h demain matin si vous le voulez bien. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir.